C'est de la kératine qui se fendit, les écailles de reptiles se fendillent pour former des plumes et qu'elles vont servir ultérieurement et secondairement à voler. Le professeur Étienne Wolf du Collège de France a injecté de l'acide rétinoïque sur les embryons de poulets, était capable de faire pousser des plumes sur les pattes écailleuses des poulets. On passe de l'écaille du reptile à la plume de l'oiseau sans aucune difficulté. C'est le bricolage de la vie à partir des mêmes éléments de base. Et au fond, le conservateur du musée des dragons aurait été très content d'apprendre qu'il y avait aujourd'hui dans la nature, décrit par les scientifiques, des reptiles à plumes et des dinosaures ancêtres des oiseaux. Voilà, on est en plein monde extraordinaire où la réalité dépasse la fiction des dragons. Pour s'envoler, l'Archéoptérix devait monter dans un arbre et se laisser tomber. Pour le dragon, vu son envergure, il devait faire de même, mais depuis un piton rocheux. Ceci dit, pour les oiseaux actuels, les arbres font partie de leur habitat. Donc ils nichent dans les arbres et ils décollent des arbres. Donc c'est vrai que, imaginez qu'il en était de même pour l'Archéoptérix, c'est effectivement une projection un petit peu aussi de l'actuel, hein, de l'habitat des oiseaux actuels. Et de là à faire après une perspective sur les dragons, c'est pas totalement idiot. Mais bon, effectivement, comme il dit, les dragons étaient plus grands, ne pouvaient pas monter en haut des arbres lors de séquoias. Et d'où l'idée de dire, bon, ben, les dragons s'élançaient des falaises. Mais il y a quand même une contradiction, c'est qu'après, effectivement, dans le film, il nous parle de l'habitat des dragons qui est les grottes. Alors, des grottes en haut des montagnes, c'est peut-être ce qu'il faut chercher pour retrouver des dragons de nos jours. Effectivement, ça réduit pas mal l'espace de recherche. Quel est l'habitat naturel des dragons? Eh bien, ce sont les grottes. Pourquoi? Car pour qu'il y ait incubation, la femelle dragon doit pondre dans un endroit où la température est constante. Je l'estime autour de 10 degrés. Cette incubation peut durer jusqu'à 5 mois selon l'espèce. Dans cette vitrine sont exposés, en parfait état, des œufs fossilisés, ce qui est exceptionnel. Leur coquille est tellement robuste qu'aucun prédateur ne peut en venir à bout. Pour provoquer l'éclosion, la mère est obligée de faire fondre la coquille. C'est ainsi que s'est développée chez la femelle dragon la capacité de cracher du feu. Ce sont malheureusement des circonstances tragiques qui m'ont permis de comprendre le mécanisme de cette aptitude unique. Souvenez-vous, l'année dernière, la catastrophe de l'Édimbourg. Le dirigeable s'est enflammé en quelques secondes car il contenait de l'hydrogène, qui est un gaz hautement inflammable. J'ai donc imaginé que les dragons devaient se servir de ce gaz. Mais comment pouvaient-ils le synthétiser? Par un procédé naturel très simple, comme je vais vous le montrer sur ce schéma. Les dragons cracheurs de feu doivent ingérer de l'eau de mer. Cette eau descend par le canal pyrodien, parallèle à l'ésophage, qui se sépare en deux à partir d'ici. À droite, elle passe par une série de filtres organiques qui la déminéralisent. À gauche, elle descend directement dans l'hydrostome, qui est partagé en deux par une membrane poreuse, la membrane hydrostomacale. Dans l'eau salée se trouve... Les écailles de reptiles se fendillent pour former des plumes et qu'elles vont servir ultérieurement et secondairement à voler. Le professeur Étienne Wolf du Collège de France a injecté de l'acide rétinoïque sur les embryons de poulets, était capable de faire pousser des plumes sur les pattes écailleuses des poulets. On passe de l'écaille du reptile à la plume de l'oiseau sans aucune difficulté. C'est le bricolage de la vie à partir des mêmes éléments de base.
Et au fond, le conservateur du musée des dragons aurait été très content d'apprendre qu'il y avait aujourd'hui dans la nature, décrit par les scientifiques, des reptiles à plumes et des dinosaures ancêtres des oiseaux. Voilà, on est en plein monde extraordinaire où la réalité dépasse la fiction des dragons. Pour s'envoler, l'Archéoptérix devait monter dans un arbre et se laisser tomber. Pour le dragon, vu son envergure, il devait faire de même, mais depuis un piton rocheux. Ceci dit, pour les oiseaux actuels, les arbres font partie de leur habitat. Donc ils nichent dans les arbres et ils décollent des arbres. Donc c'est vrai que, imaginez qu'il en était de même pour l'Archéoptérix. C'est effectivement une projection un petit peu aussi de l'actuel, hein, de l'habitat des oiseaux actuels. Et de là à faire après une perspective sur les dragons, c'est pas totalement idiot. Mais bon, effectivement, comme il dit, les dragons étaient plus grands, on ne pouvait pas monter en haut des arbres ou alors de séquoias. Et d'où l'idée de dire, bon, ben, les dragons s'élançaient des falaises. Mais il y a quand même une contradiction, c'est qu'après, effectivement, dans le film, il nous parle de l'habitat des dragons qui est les grottes. Alors, des grottes en haut des montagnes, c'est peut-être ce qu'il faut chercher pour retrouver des dragons de nos jours. Effectivement, ça réduit pas mal l'espace de recherche. Quel est l'habitat naturel des dragons? Eh bien, ce sont les grottes. Pourquoi? Car pour qu'il y ait incubation, la femelle dragon doit pondre dans un endroit où la température est constante. Je l'estime autour de 10 degrés. Cette incubation peut durer jusqu'à 5 mois selon l'espèce. Dans cette vitrine sont exposés, en parfait état, des œufs fossilisés, ce qui est exceptionnel. Leur coquille est tellement robuste qu'aucun prédateur ne peut en venir à bout. Pour provoquer l'éclosion, la mère est obligée de faire fondre la coquille. C'est ainsi que s'est développée chez la femelle dragon la capacité de cracher du feu. Ce sont malheureusement des circonstances tragiques qui m'ont permis de comprendre le mécanisme de cette aptitude unique. Souvenez-vous, l'année dernière, la catastrophe de l'Édimbourg. Le dirigeable s'est enflammé en quelques secondes car il contenait de l'hydrogène, qui est un gaz hautement inflammable. J'ai donc imaginé que les dragons devaient se servir de ce gaz. Mais comment pouvaient-ils le synthétiser? Par un procédé naturel très simple, comme je vais vous le montrer sur ce schéma. Les dragons cracheurs de feu doivent ingérer de l'eau de mer. Cette eau descend par le canal pyrodien, parallèle à l'ésophage, qui se sépare en deux à partir d'ici. À droite, elle passe par une série de filtres organiques qui la déminéralisent. À gauche, elle descend directement dans l'hydrostome, qui est partagé en deux par une membrane poreuse, la membrane hydrostomacale. Dans l'eau salée,